Le grondement rauque de la moissonneuse-batteuse s'était éteint net, laissant un silence assourdissant flotter sur le champ de blé mûr. La poussière ocre soulevée par l'engin retombait lentement, enveloppant les visages tendus des agriculteurs. Jules, les mains maculées de cambouis et de sueur, maudissait sous sa casquette. « Impossible, elle est morte !» lâche-t-il, un mélange de colère et de désespoir dans la voix. Autour de lui, les autres acquiesçaient, les bras croisés, le regard perdu sur l'horizon où s'amoncelèrent les nuages, promesse d'une pluie funeste pour la récolte. L'air était lourd d'une tension palpable, d'une urgence silencieuse qui pesait sur chaque épaule. Au milieu de cette scène d'impuissance collective, Théo, 10 ans, se tenait légèrement en retrait. Ses yeux bleus, d'une intensité surprenante, scrutaient la machine immobile, ses rouages exposés, ses tuyaux tordus. Il ne disait rien, ses petites mains serrant fermement une pièce métallique rouillée qu'il avait ramassée plus tôt. Une vague de murmures et de regards obliques l'atteignait, non pas des moqueries ouvertes, mais cette forme d'indifférence teintée de pitié, souvent plus douloureuse. « Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là » chuchota une femme, son ton dénué de malice, mais empreint de lassitude, résumant l'exclusion silencieuse qui l'entourait. Un vieil homme, le visage buriné par le soleil et les soucis, s'approcha de Théo non pas pour l'interroger, mais pour le repousser doucement. « Allez, petit, va jouer plus loin, on a du travail ici. » Ce n'était pas une agression, juste une tentative maladroite de le soustraire à ce qu'il considérait comme une source de distraction ou un obstacle. Théo ne réagit pas verbalement, mais son corps se raidit imperceptiblement. Ses yeux restèrent fixés sur la moissonneuse, un foyer d'attention que personne ne semblait remarquer ou comprendre. Il y avait dans son immobilité une dignité silencieuse, presque une protestation. Le soleil tapait fort, et l'odeur de l'huile et du diesel se mêlait à celle de la terre sèche. Les agriculteurs se dispersaient, certains téléphonant, d'autres tentant une nouvelle fois d'identifier la panne, mais sans conviction. Chaque minute qui s'écoulait était un fardeau supplémentaire, une part de la récolte qui risquait de pourrir sous la pluie annoncée. La moissonneuse, symbole de leur subsistance, gisait là, colosse de métal impuissant, reflétant leur propre désarroi. La communauté, d'ordinaire si soudée face à l'adversité, semblait aujourd'hui fracturée par ce problème insurmontable. Théo, ignoré de tous, fit un pas hésitant vers la machine, ses yeux explorant chaque recoin, chaque jointure. Il semblait voir au-delà de la surface, percevoir des flux, des tensions, des déséquilibres invisibles aux yeux des autres. Son esprit, un labyrinthe complexe de logique et de motifs, travaillait déjà, assemblant des pièces, testant des hypothèses. La petite pièce de métal dans sa main devint un talisman, un point d'ancrage pour sa concentration. Il n'y avait aucune émotion visible sur son visage, juste une détermination froide, presque clinique, tandis que le chaos et l'anxiété s'agitaient autour de lui. La scène était un tableau de contraste, la frénésie désordonnée des adultes impuissants face à la machine et la quiétude concentrée de l'enfant perdu dans son propre univers de calcul et d'observation. Pour les agriculteurs, la moissonneuse était un problème de subsistance. Pour Théo, c'était un défi logique, un puzzle complexe à résoudre. Personne n'aurait imaginé que la solution viendrait de celui qu'il considérait comme à part, celui qui ne participait jamais aux conversations ni aux jeux de leur monde. Le destin de leur récolte reposait désormais sur les épaules, fragiles mais insoupçonnées, de ce garçon silencieux. Théo, avec ses cheveux châtains coupés courts et sa silhouette menue, semblait presque se fondre dans le décor, un jeune arbre frêle au milieu d'une forêt de chênes imposants. Ses vêtements, un jean usé et un t-shirt gris trop grand, ne faisaient qu'accentuer sa discrétion, comme s'il cherchait à minimiser sa propre présence. Ses gestes étaient souvent empreints d'une certaine raideur, une économie de mouvement qui le distinguait des autres enfants de son âge, plus désordonnés et expansifs. Il évitait le contact visuel direct, préférant observer le monde à travers le prisme de sa propre logique interne, un prisme invisible aux yeux des adultes. Son regard, lorsqu'il se posait sur la moissonneuse, n'était pas celui d'un enfant curieux, mais plutôt celui d'un analyste. Il ne voyait pas un amas de métal brisé, mais un système complexe, une mécanique de précision dont chaque engrenage, chaque ressort, chaque fil avait une fonction spécifique.
Pour lui, la panne n'était pas une énigme insoluble, mais un défi logique, une équation dont il fallait trouver la variable manquante. Ses yeux parcouraient les schémas mentaux qu'il construisait, reliant les symptômes apparents aux causes profondes, avec une rigueur étonnante pour son âge. À l'intérieur de lui, le monde était une symphonie de données sensorielles. Le cliquetis lointain d'une pompe à eau, l'odeur âcre du gasoil, la texture rugueuse du sol sous ses vieilles baskets, chaque information était traitée avec une intensité égale, sans hiérarchie. Cela pouvait être accablant, mais aussi une source de détails infinis, des détails que d'autres filtraient inconsciemment. C'est cette capacité à percevoir et à retenir ces micro-informations qui constituait sa force, même si elle le rendait souvent hermétique aux interactions sociales plus spontanées. Ses pensées filaient à une vitesse prodigieuse. Des associations d'idées inattendues se formaient, des connexions improbables émergeaient de ce flot constant. Il ne pensait pas en mots, mais en images, en diagrammes, en séquences logiques qui se déroulaient dans son esprit avec une clarté absolue. C'était un langage que lui seul comprenait, un dialogue interne ininterrompu qui occupait la majeure partie de son attention, le coupant souvent du brouhaha extérieur et des conventions sociales. Cette richesse intérieure était sa bulle protectrice, mais aussi sa prison. Les autres le percevaient comme bizarre, rêveur, ou parfois même impoli, en raison de son manque d'intérêt apparent pour les conversations et les jeux de groupe. Il ne voyait pas l'intensité de son monde intérieur, seulement son silence et son retrait. Ses particularités sensorielles, comme sa sensibilité au bruit ou à certaines textures, étaient souvent mal interprétées comme de l'entêtement ou de la gêne, renforçant le fossé entre lui et son environnement, une incompréhension mutuelle qui se creusait jour après jour. La pièce métallique qu'il serrait, une petite goupille rouillée, était pour lui bien plus qu'un débris. C'était un indice, un fragment d'un tout, dont la forme et la fonction pouvaient révéler une histoire, un dysfonctionnement. Il la manipulait avec une précision presque rituelle, ses doigts fins explorant les aspérités, les courbes, les signes d'usure. Cette concentration sur les objets, sur les mécanismes, était un refuge, un moyen de donner un sens à un monde humain souvent chaotique et imprévisible. Il se sentait plus à l'aise avec les machines qu'avec les personnes. L'école du village, une bâtisse en pierre grise avec des volets bleus délavés, incarnait parfaitement l'environnement de Théo. C'était une petite structure rurale où tout le monde se connaissait et où les rumeurs voyageaient de vite. Madame Dubois, l'institutrice, une femme à l'approche bien intentionnée mais dépassée, peinait à comprendre les particularités de Théo. Pour elle, son silence et son apparente indifférence aux activités de groupe étaient des signes de manque d'attention, voire de défi, plutôt que la manifestation d'une neurologie différente. Elle tentait de l'inclure, mais ses méthodes conventionnelles échouaient systématiquement à l'atteindre. À la maison, l'atmosphère n'était guère plus propice à son épanouissement. Ses parents, des agriculteurs aux mains calleuses et aux esprits pragmatiques, aimaient leur fils mais ne savaient comment naviguer sa singularité. Son père, Jean-Luc, voyait Théo comme rêveur et peu débrouillard, regrettant souvent son manque d'intérêt pour le travail de la ferme. Sa mère, Marie, plus douce, cherchait des explications, mais les rares visites chez le médecin ou le psychologue du chef-lieu n'avaient apporté que des diagnostics vagues et des conseils inadaptés à leur quotidien, renforçant leur sentiment d'impuissance. Le quartier, un petit hameau niché entre les champs de blé et les forêts, était tissé de relations anciennes et de coutumes immuables. Les voisins se connaissèrent depuis des générations, et tout écart à la norme était perçu avec curiosité, parfois avec méfiance. Théo, par son comportement atypique, ne rentrait pas dans les moules établis. Les enfants l'évitaient souvent dans les jeux, ou le toléraient en marge, le considérant comme un observateur silencieux plutôt qu'un participant à part entière, reproduisant sans le vouloir l'isolement qu'il vivait déjà en classe. Les figures d'autorité dans ce milieu rural, qu'il s'agisse des enseignants, des anciens du village ou même des oncles et tantes, partageaient une vision du monde où la réussite passait par la conformité, la sociabilité et la capacité à s'adapter aux attentes collectives. Théo, avec son monde intérieur si riche et pourtant si peu communicatif, était un défi à cette vision. Le système éducatif, rigide dans ses programmes et ses évaluations, ne laissait aucune place à des formes d'intelligence non conventionnelles,
forçant Théo à s'adapter à un cadre qui ne lui était pas naturel. Les interactions avec ces figures d'autorité étaient souvent frustrantes pour Théo. Les questions directes le mettaient mal à l'aise, les exigences de participation le submergeaient et l'incompréhension de ses réponses, souvent trop précises ou trop décalées par rapport à ce qui était attendu, le poussait au repli. Chaque tentative d'inclusion forcée se transformait en une expérience d'exclusion, renforçant son désir de disparaître, de se fondre dans le paysage, plutôt que de tenter des interactions qui se soldaient invariablement par un sentiment de décalage et de gêne mutuelle. Ce système, bien que non intentionnellement malveillant, était oppressif par son manque de flexibilité et de compréhension. Il ne laissait aucune marge pour la neurodiversité, banalisant les inégalités et perpétuant l'idée que les particularités de Théo étaient des déficits à corriger, plutôt que des différences à comprendre ou des forces à exploiter. L'environnement rural, avec ses traditions et ses attentes, enfermait Théo dans une solitude profonde, une solitude qui contrastait violemment avec la vivacité de son esprit, une solitude qui menaçait d'étouffer son potentiel unique. Dès son plus jeune âge, les signes du talent de Théo s'étaient manifestés de manière singulière, souvent imperceptibles pour les adultes autour de lui. À 4 ans, alors que les autres enfants empilaient des cubes sans ordre, Théo construisait des tours complexes avec une stabilité structurelle défiant les lois de la gravité, chaque bloc étant positionné avec une précision calculée. Il ne pouvait pas expliquer sa méthode, mais ses constructions ne s'effondraient jamais. Ses parents, étonnés, mettaient cela sur le compte d'une habileté manuelle précoce, sans en saisir la profondeur logique. Plus tard, en classe de CP, alors que ses camarades peinaient avec les additions simples, Théo résolvait mentalement des problèmes de soustraction à 2 chiffres, sans jamais écrire les étapes intermédiaires. Madame Dubois, perplexe, lui demandait de montrer son travail, ce qu'il était incapable de faire. Elle interprétait cette incapacité comme une forme de tricherie ou un manque de compréhension des bonnes méthodes, ignorant que Théo opérait sur des logiques internes différentes, bien plus rapides et intuitives, mais non conformes aux attentes scolaires standards. Son intérêt obsessionnel pour les machines et les mécanismes était une autre de ces manifestations ignorées. Au lieu de jouer au football, il passait des heures à démonter et remonter les vieux appareils ménagers de la ferme, une radio cassée, un moteur de tondeuse rouillé. Il ne lisait pas les manuels. Il semblait juste savoir, par une forme d'intuition ou de compréhension spatiale innée, comment les pièces s'articulaient. Son père, amusé, le laissait faire, considérant cela comme un passe-temps curieux mais peu utile. Un jour, Théo avait repéré une erreur dans le système d'irrigation du champ. Un minuscule décalage dans un tuyau que personne n'avait remarqué et qui causait une perte d'eau significative. Il avait essayé d'expliquer à son père, avec des gestes maladroits et des mots hésitants, ce qu'il percevait comme une anomalie. Son père, pressé par d'autres tâches, l'avait écouté distraitement, puis avait balayé ses observations d'un revers de main, le considérant comme trop jeune et trop « dans la lune » pour comprendre les complexités du travail agricole. Ses particularités sensorielles étaient également des indices de sa singularité. Théo pouvait entendre le grincement subtil d'un roulement mal lubrifié à des dizaines de mètres, ou sentir une odeur de surchauffe bien avant quiconque. Ces perceptions accrues, bien que souvent inconfortables pour lui, étaient une source d'informations inestimable. Pourtant, elles étaient vues par les autres comme de la sensibilité excessive ou de la distraction, des faiblesses plutôt que des atouts, des signes de sa différence plutôt que de son génie latent. Ces manifestations de son surdouement, aussi diverses soient-elles, avaient toutes en commun d'être minimisées, déformées ou simplement ignorées. La société, dans sa quête de normalité et de conformité, ne savait pas lire ces signes d'une intelligence non conventionnelle. Chaque fois que Théo montrait un aperçu de son potentiel, il était soit mal compris, soit banalisé, soit carrément rejeté, enfermé dans l'étiquette d'un enfant à part, dont les particularités étaient des entraves, non des portes vers des capacités extraordinaires. L'isolement de Théo, conséquence directe de cette incompréhension généralisée, était une douleur sourde et constante, une chape de plomb invisible qui pesait sur ses jeunes épaules. Il se sentait souvent comme un étranger dans son propre monde, observant les interactions des autres avec une curiosité détachée, incapable d'y prendre part de manière naturelle.
Les rires de ses camarades lors de la récréation, les conversations animées des adultes, tout cela lui parvenait comme un lointain brouhaha, une mélodie dont il ne comprenait ni le rythme ni les paroles, le laissant à la périphérie, seul avec ses pensées. Pour se protéger de cette solitude assourdissante et des stimulations sensorielles parfois trop intenses, Théo avait développé des stratégies de repli. Il passait de longues heures dans les hangars de la ferme, son univers de prédilection, à explorer les machines, à toucher les outils, à sentir l'odeur du métal et de l'huile. Là, au milieu des engins endormis, il trouvait une forme de paix, un ordre logique qui lui faisait défaut dans le monde des humains. C'était son sanctuaire, un lieu où il pouvait être lui-même, sans jugement ni attente. Sa solitude n'était pas un choix conscient de sa part, mais plutôt une conséquence des multiples rejets, petits et grands, qu'il avait subis. Chaque tentative maladroite d'exprimer son monde intérieur, chaque question décalée, chaque observation non sollicitée avait été accueillie par le vide, l'incompréhension, ou parfois même une gêne palpable. Ces expériences répétées avaient renforcé chez lui l'idée que son mode de fonctionnement n'était pas compatible avec celui des autres, le poussant à intérioriser sa différence et à se couper progressivement des interactions sociales. Il se réfugiait aussi dans des rituels discrets, des routines apaisantes qui donnaient une structure prévisible à son quotidien imprévisible. Disposer ses crayons dans un ordre précis, ranger ses affaires selon une séquence immuable, marcher en comptant ses pas, ces gestes répétitifs étaient une ancre dans la tempête sensorielle et émotionnelle. Ils lui procuraient un sentiment de contrôle, une bulle de sécurité dans un monde qui lui semblait souvent chaotique et dénué de sens logique, un monde où les codes sociaux restaient un mystère impénétrable. Le contraste entre son intelligence fulgurante et le rejet qu'il subissait devenait chaque jour plus douloureux et plus évident. Les adultes voyaient son silence et son regard absent, mais ne percevaient pas l'activité frénétique de son esprit, la complexité de ses raisonnements. Ils le réduisaient à un ensemble de déficits, ignorant le potentiel immense qui bouillonnait en lui, prêt à éclore. Cette dissonance cognitive entre sa valeur intrinsèque et la perception extérieure était le cœur de sa souffrance, une souffrance silencieuse qui le consumait à petit feu. Cette douleur sourde le poussait parfois à des moments de découragement profond. Il se sentait invisible, comme si sa présence n'avait aucun impact, aucune importance. Il aurait voulu disparaître, se fondre totalement dans le paysage pour échapper au poids de l'incompréhension et de la solitude. Cependant, au plus profond de lui, une étincelle de résilience persistait, alimentée par son intérêt inébranlable pour le fonctionnement du monde et son désir inavoué de trouver sa place, même si celle-ci semblait hors de portée. La tension monta d'un cran sur le champ lorsque M. Dubois, le propriétaire des terres, un homme imposant à la voix tonitruante, arriva et constata l'ampleur du désastre. « Comment est-ce possible ?» gronda-t-il, ses sourcils broussailleux froncés, son regard balayant l'assemblée des agriculteurs impuissants. La moissonneuse immobilisée représentait pour lui non seulement une perte financière colossale, mais aussi un affront personnel, une trahison de la terre qui refusait de coopérer. Sa colère, bien que dirigée vers la situation, irradiait sur chacun, exacerbant le malaise ambiant et la sensation d'échec. Au milieu de cette fureur contenue, son regard tomba sur Théo, toujours debout près de la machine, absorbé dans son observation silencieuse. Pour M. Dubois, cette immobilité était de l'oisiveté, une provocation inconsciente. « Toi, petit, qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Va plutôt aider ton père ou retourne à la maison » lança-t-il d'une voix sèche, pleine d'impatience. La remarque, bien que banale en apparence, résonna comme une humiliation publique, soulignant la position de Théo comme un fardeau, un élément inutile dans un moment de crise. Les autres agriculteurs, mal à l'aise, détournèrent le regard. Personne ne prit la défense de Théo, chacun étant trop préoccupé par la catastrophe imminente de la récolte pour s'interposer. Le silence qui suivit la réprimande fut plus assourdissant que les mots, un silence d'approbation tacite qui renforça l'isolement du garçon. Théo, lui, ne répondit pas. Son visage resta impassible, mais ses poings se serrèrent discrètement. L'humiliation n'était pas nouvelle pour lui, mais elle se manifestait cette fois devant un auditoire qui, inconsciemment,
entérinait le jugement porté sur lui. Un des mécaniciens locaux, mandaté en urgence, arriva à son tour. C'était un homme réputé, mais face à l'ampleur de la panne, il secoua la tête avec un soupir. Impossible de trouver la source. Il faudrait démonter tout le bloc moteur, ça prendra des jours, et nous n'avons pas les pièces ici, ni le temps. Ces paroles scellèrent le sort de la récolte, et un murmure de désespoir parcourut la foule. La machine était une entité complexe, et son échec semblait être total, inévitable. C'est à ce moment précis, alors que tous baissèrent les bras, que Théo fit un geste inattendu. Il s'approcha du mécanicien, tendant la petite goupille rouillée qu'il tenait depuis le début. Son bras était tendu, son geste hésitant, mais sa détermination était palpable. Il pointa du doigt un endroit précis de la moissonneuse, un petit conduit à peine visible sous une accumulation de graisse et de poussière. Le mécanicien, surpris par cette intervention inattendue de l'enfant silencieux, le regarda avec un mélange d'agacement et de curiosité. « C'est ça le problème », articula Théo, sa voix à peine audible, mais empreinte d'une certitude absolue. Les mots étaient sortis avec difficulté, comme s'ils devaient traverser une barrière invisible. Les agriculteurs présents échangèrent des regards dubitatifs, certains réprimant un sourire moqueur. L'idée que ce garçon bizarre puisse avoir la solution alors que tous les experts échouaient semblait absurde, presque insultante. La scène était un point bas de l'histoire, une humiliation silencieuse pour Théo, mais aussi le prélude involontaire à un moment de vérité choquant. Le mécanicien, habitué aux commentaires farfelus des non-initiés, jeta un regard condescendant à la petite goupille rouillée que Théo lui tendait. Cependant, un détail dans le geste du garçon, la précision de son doigt pointé vers ce conduit obscur, intrigua le professionnel. Une curiosité professionnelle l'emporta sur son scepticisme initial. Avec un soupir d'exaspération mêlé d'une légère perplexité, il s'agenouilla près de la moissonneuse, le front plissé, et examina l'endroit que Théo avait désigné, éclairant la zone avec sa lampe torche. Les autres agriculteurs observèrent la scène, la plupart avec un air amusé, attendant le moment où le mécanicien renverrait gentiment l'enfant à ses jeux. Ce que le mécanicien découvrit fut une anomalie minuscule, à peine visible à l'œil nu. Une petite fissure capillaire dans le conduit d'alimentation en carburant, juste là où Théo avait pointé. La goupille manquante ou endommagée, celle que Théo serrait dans sa main, aurait dû maintenir cette partie en place, empêchant la vibration et la micro-fissure. C'était une défaillance tellement subtile qu'elle avait échappé à toutes les inspections précédentes, même les plus minutieuses. La fuite était infime, mais suffisante pour désamorcer le système et empêcher le moteur de démarrer correctement. Le mécanicien écarquilla les yeux, une lueur d'incrédulité traversant son visage. Sans un mot, il prit la goupille des mains de Théo, l'examina attentivement, puis sortit de sa boîte à outils un petit miroir d'inspection et une pince fine. Avec une dextérité surprenante, il manipula l'outil, écartant quelques fils et tuyaux pour accéder à l'endroit précis. Il réinséra la goupille, qui s'y logea parfaitement, et utilisa une petite clé pour resserrer le raccord. Le geste était simple, précis, mais il était le résultat d'une observation et d'une analyse que personne d'autre n'avait été capable de faire, le fruit d'une intuition mécanique que seul Théo semblait posséder. Un silence encore plus lourd tomba sur le champ. Les murmures s'éteignirent, les regards se firent plus intenses. Les agriculteurs, qui s'attendaient à voir le mécanicien éclater de rire ou gronder l'enfant, le virent travailler avec une concentration inhabituelle, puis se relever lentement, le visage grave. Le mécanicien se tourna vers M. Dubois, ses yeux exprimant un mélange de choc et de respect. « C'était ça la panne, dit-il d'une voix basse, presque un souffle. Une goupille. Ce petit a trouvé ce que personne d'autre n'avait vu. » M. Dubois, interloqué, s'approcha, son scepticisme s'effaçant devant la réalité des faits. Le mécanicien tendit la main vers le démarreur. Une hésitation. Puis, avec un geste décidé, il activa le contact. La moissonneuse-batteuse toussa une fois puis une deuxième, avant de cracher une épaisse fumée noire et de rugir, un son puissant et familier qui résonna comme une symphonie de victoire dans le silence tendu du champ. Le moteur tournait, le mécanisme s'animait, la machine était vivante, grâce à la perspicacité d'un enfant que tous avaient sous-estimé. La scène,
d'une simplicité presque déroutante, était d'une puissance émotionnelle rare. Théo, lui, resta immobile, son visage toujours impassible, mais une légère tension dans ses épaules se relâcha. Il ne chercha pas la reconnaissance ni l'approbation. Pour lui, le puzzle était résolu, la logique rétablie. La moissonneuse vrombissait, symbole de sa victoire silencieuse, une victoire qui transcendait les mots et les attentes, et qui allait transformer à jamais la perception que son environnement avait de lui. Ce fut un moment de pure révélation, crédible et profondément émouvant. Un silence profond, presque solennel, s'abattit sur le champ. Le rugissement du moteur de la moissonneuse, qui quelques instants plus tôt signifiait la catastrophe, résonnait désormais comme une fanfare inattendue, un chant de résurrection. Les visages des agriculteurs, figés par l'étonnement, se transformèrent lentement, passant de la stupéfaction à une admiration incrédule. Leurs bouches s'entr'ouvrirent, leurs yeux s'écarquillèrent, fixés tour à tour sur la machine en marche et sur le petit Théo qui restait étrangement impassible, comme si le redémarrage de l'engin était l'issue la plus logique. Monsieur Dubois, l'homme à la voix tonitruante, fut le premier à briser ce silence. Il s'approcha lentement de Théo, son regard n'étant plus empli de colère, mais d'une gêne palpable, presque de la honte. Il se racla la gorge, cherchant ses mots, visiblement mal à l'aise face à l'enfant qu'il avait si rudement réprimandé quelques minutes auparavant. Ses mains, habituellement si fermes, semblaient hésiter, ne sachant comment exprimer le respect soudain qu'il ressentait, un respect teinté de la réalisation de sa propre erreur de jugement. Les agriculteurs échangèrent des regards. Certains détournèrent les yeux, mal à l'aise face à leur propre scepticisme passé. D'autres, plus directs, esquissèrent un sourire discret, un signe timide de reconnaissance. Ils avaient sous-estimé Théo, l'avaient mis à l'écart, et voilà qu'ils venaient de sauver leur récolte et potentiellement leur saison. La gêne était palpable, mais elle était mêlée d'un sentiment d'humilité, d'une prise de conscience que leurs préjugés avaient obscurci leur jugement et les avaient empêchés de voir un talent évident. Le mécanicien, quant à lui, posa une main sur l'épaule de Théo. Le geste était léger, respectueux, mais chargé d'une signification immense. Il n'y avait pas de mots prononcés, pas de félicitations grandiloquentes, juste ce contact physique, une reconnaissance silencieuse de l'incroyable perspicacité du garçon. Ses yeux rencontraient ceux de Théo, et pour la première fois il y eut une connexion, une compréhension mutuelle qui dépassait le cadre des mots, une reconnaissance entre deux esprits qui comprenaient le langage des machines. Les perceptions commençaient à changer, non pas de manière spectaculaire, mais par des micro-expressions, des gestes contenus. Les regards sur Théo n'étaient plus empreints de pitié ou de perplexité, mais d'une curiosité nouvelle, d'un respect naissant. Le garçon, qui était perçu comme un fardeau ou un mystère, devenait sous leurs yeux un bienfaiteur, un génie silencieux, dont la valeur venait d'être brutalement et incontestablement prouvée. L'onde de choc de cette révélation se propageait, invitant chacun à réévaluer ce qu'il croyait savoir. Ces réactions, d'abord contenues, témoignaient d'un bouleversement profond. L'image de Théo, le garçon bizarre et à part, se fissurait pour laisser apparaître celle d'un esprit brillant, capable de voir ce que les autres, malgré leur expérience et leur savoir-faire, ne pouvaient pas percevoir. La surprise était mêlée d'une forme de gêne collective, d'une prise de conscience de l'injustice qu'il lui avait fait subir, un moment charnière où la reconnaissance commençait à supplanter les préjugés anciens, ouvrant la voie à une nouvelle compréhension. Monsieur Dubois, après un instant d'hésitation, fit un pas décisif vers Théo. Son visage, encore empreint de stupéfaction, s'adoucit. Il tendit la main, une main large et rugueuse de paysan, vers l'épaule de Théo. Le geste était simple, mais chargé de tout le poids d'une reconnaissance tardive. « Théo, mon garçon, nous te devons beaucoup, » balbutia-t-il, sa voix habituellement si assurée se brisant légèrement. C'était une phrase humble, un aveu silencieux de son erreur et de l'ampleur de la dette collective. Ce n'était pas une accolade, mais un signe de respect profond, une main tendue qui ouvrait enfin un pont entre son monde et celui de l'enfant. Le père de Théo, Jean-Luc, qui avait observé la scène avec une fierté discrète mêlée de surprise, s'approcha à son tour. Il posa une main sur les cheveux de son fils, un geste d'affection rare et maladroit, mais sincère.
Son regard rencontra celui de M. Dubois, et un hochement de tête mutuel scella une compréhension nouvelle, une acceptation que les talents de Théo dépassaient de loin ce qu'ils avaient pu imaginer. Il n'y avait pas de grand discours, juste cette reconnaissance tacite que quelque chose d'essentiel venait de changer, une barrière invisible tombait enfin, révélant la valeur intrinsèque de l'enfant. Une agricultrice, Madame Lefebvre, qui avait toujours considéré Théo avec une forme de commisération, s'approcha avec un grand sourire. « Théo, tu es un vrai petit génie. Sans toi, c'était la catastrophe. » Elle lui tendit une pomme croquante. C'était une offrande simple mais significative, un geste d'acceptation et de gratitude qui remplaçait des années d'indifférence polie. Le garçon prit la pomme sans un mot, mais ses doigts serrèrent l'objet avec une intensité qui trahissait une émotion naissante, un frémissement inattendu de connexion. Le mécanicien, impressionné par la justesse de l'analyse de Théo, se pencha vers lui. « Tu sais, Théo, j'ai toujours besoin d'un coup de main au garage, surtout pour les pannes complexes. Si jamais ça te dit, tu passes quand tu veux. On a toujours des moteurs à décortiquer. » Cette proposition n'était pas une simple formalité, mais une invitation authentique, une reconnaissance de ses compétences et de son potentiel, ouvrant la porte à un avenir où son hyper-focus et son talent pour la mécanique pourraient enfin être valorisés, un véritable tournant pour lui. Théo, fidèle à lui-même, ne sourit pas, ne fit aucun signe d'approbation ostentatoire. Son visage resta neutre, ses yeux bleus fixés sur la moissonneuse qui continuait de ronronner. Mais son corps, d'ordinaire si rigide, sembla se détendre légèrement. La pression exercée sur ses épaules par des années d'incompréhension s'allégeait, ne serait-ce que pour un instant. Le changement était subtil, presque imperceptible, mais il était là, une première brèche dans le mur de son isolement, une lueur d'espoir pour un chemin nouveau. Ce moment symbolisait bien plus qu'une simple réparation de machine. C'était la réparation d'un lien brisé, la reconnaissance d'une dignité longtemps niée. Le regard nouveau posé sur Théo n'était pas un regard de pitié, mais d'émerveillement et de respect. Les adultes commençaient à le voir, non pas à travers le prisme de leurs préjugés, mais à travers la lentille de son génie. Le village, par ce geste collectif de reconnaissance, commençait à se transformer, à s'ouvrir à une nouvelle forme d'intelligence, un premier pas vers une inclusion inespérée. Le retour à la maison fut étrange, teinté d'une atmosphère nouvelle, d'une douceur inaccoutumée. Théo marcha silencieusement aux côtés de son père, les bruits de la ferme habituellement si vifs, semblant amortis par le tumulte de la journée. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, et chaque pas de Théo semblait le rapprocher d'un havre, d'un espace où il pourrait enfin laisser retomber la tension accumulée. La pomme offerte par Madame Lefebvre, toujours dans sa main, était un objet lourd de sens, un témoignage tangible de la reconnaissance qu'il venait de recevoir, un poids inattendu, mais réconfortant. Une fois la porte de la cuisine franchie, le silence de la pièce fut un soulagement. Sa mère, Marie, l'attendait, ses yeux bleus reflétant une émotion contenue. Elle s'agenouilla devant lui, un geste rare, et prit son visage entre ses mains. « Mon Théo » murmura-t-elle, les larmes montant à ses yeux. « On est tellement fiers de toi. » Ce n'était pas seulement la fierté d'une mère, mais une reconnaissance profonde de son être tout entier, de sa valeur, au-delà de ses particularités. Pour la première fois, Théo sentit le poids de ses larmes, non pas de tristesse, mais d'une émotion complexe qu'il ne savait pas nommer, une sorte d'apaisement. Il n'y eut pas de grande conversation, pas de questions insistantes sur la manière dont il avait trouvé la panne. Ses parents comprenaient, instinctivement, que Théo n'était pas un enfant de mots, mais d'action et de perception. Ils le laissèrent dîner tranquillement, absorbé dans ses pensées. Chaque bouchée de son repas semblait plus savoureuse, chaque bruit familier plus doux. La journée avait été un tourbillon, un mélange d'humiliation et de triomphe, et il avait besoin de ce répit, de ce cocon familial pour assimiler ce qui venait de se passer. Plus tard, dans sa chambre, Théo s'assit sur le rebord de sa fenêtre, observant le ciel étoilé. La pièce, habituellement son refuge, prenait une nouvelle dimension. Il ne s'y sentait plus enfermé, mais protégé. La petite goupille rouillée, désormais rangée précieusement sur sa table de nuit, était un trophée silencieux, le symbole de sa victoire. Il repensa à la moissonneuse, à la complexité de ses rouages, à la manière dont il avait pu voir,
ce que les autres ne voyaient pas. Une vague de satisfaction tranquille l'envahit, une reconnaissance de sa propre force intérieure. C'était un moment de repli, de fragilité et de questionnement intime. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette fois avait-on enfin vu? Son esprit, d'ordinaire si focalisé sur la logique des choses, s'ouvrait à la logique des émotions, des interactions humaines, un territoire nouveau et complexe pour lui. Le chemin vers la compréhension des autres était encore long, mais cette journée avait ouvert une porte, non seulement pour le monde extérieur vers lui, mais aussi pour lui vers ce monde. Il sentait un changement, infime, mais réel, au plus profond de son être. La solitude ne pesait plus de la même manière. Elle était toujours là, mais elle était désormais teintée d'une nouvelle dignité, d'une reconnaissance de sa place, même si celle-ci restait unique. Il s'endormit avec l'image du moteur qui redémarrait, un son qui résonnait comme une promesse d'avenir, une mélodie d'acceptation. Le silence de la nuit enveloppait la ferme, un silence bienveillant, berçant le repos d'un enfant dont le monde venait de basculer, doucement, vers la lumière. Le voyage était loin d'être terminé, mais une nouvelle aube se levait. Le lendemain matin, une atmosphère subtilement différente planait sur le village. Les regards posés sur Théo n'étaient plus les mêmes. À la boulangerie, Madame Delcourt, d'ordinaire réservée, lui offrit un croissant chaud en souriant. « Tiens, Théo, pour le petit héros », dit-elle, avec une chaleur nouvelle dans la voix. Ce n'était pas seulement un geste commercial, mais un signe d'affection sincère, une reconnaissance publique de son exploit qui se répandait comme une traînée de poudre. Théo, surpris, accepta le croissant sans un mot, mais l'odeur du beurre et du sucre semblait plus douce, moins agressive pour ses sens. À l'école, le changement fut encore plus palpable. Madame Dubois, visiblement touchée par l'événement de la veille, aborda Théo avec une nouvelle approche. Au lieu de l'inciter à participer aux discussions de groupe, elle lui proposa un projet individuel sur les mécanismes simples, lui offrant des livres techniques et des schémas. « J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser, Théo », dit-elle avec une voix douce et encourageante. C'était un petit pas, mais un ajustement significatif dans sa pédagogie, une tentative de rencontrer Théo sur son propre terrain, de valoriser ses centres d'intérêt uniques et non de le forcer à se conformer. Certains camarades de classe, d'abord curieux, osèrent s'approcher de lui durant la récréation. Lucas, un garçon un peu plus âgé et habituellement indifférent à Théo, vint lui demander « C'est vrai que tu as réparé la grosse machine, Théo ? Comment tu as fait ?» La question était empreinte d'une curiosité sincère, dénuée de moquerie, un signe que la barrière de l'incompréhension commençait à s'effriter. Théo ne répondit pas verbalement, mais dessina rapidement un schéma sur le sable avec son doigt, une explication visuelle que Lucas, étonné, observa avec attention, une première forme de communication. Au sein de la communauté agricole, des conversations s'ouvrirent. Les agriculteurs, qui avaient eux-mêmes du mal à accepter l'idée d'une intelligence différente, commencèrent à revoir leurs a priori. Des discussions s'engageaient sur l'importance de ne pas juger trop vite, de regarder au-delà des apparences. L'histoire de Théo devint une parabole locale, un rappel que le talent peut se cacher là où on l'attend le moins, et que les préjugés peuvent faire perdre des richesses insoupçonnées. Ce n'était pas une révolution, mais les premières graines d'une mutation possible dans les mentalités collectives. Même le père de Théo, Jean-Luc, commença à le regarder différemment. Un soir, il demanda à Théo de l'accompagner au hangar pour examiner un problème mineur sur un tracteur, non pas pour lui demander d'aider, mais pour écouter son avis, pour voir ce que son fils pourrait percevoir. C'était un geste simple, mais puissant, une invitation à partager. Une reconnaissance de l'expertise de Théo qui dépassait désormais les limites du jeu d'enfant. Le respect naissant dans le regard de son père était une lumière nouvelle dans la vie de Théo, apaisante et structurante. Ces changements étaient mais graduels, loin d'être miraculeux. Théo restait Théo avec ses particularités, sa sensibilité, son besoin de solitude. Mais l'environnement, les adultes autour de lui, commençaient à s'adapter, à se transformer. Les regards étaient moins accusateurs, les silences moins pesants. La reconnaissance de son génie avait semé les germes d'une inclusion future, une acceptation que la force d'une communauté réside aussi dans sa capacité à embrasser et valoriser toutes les formes d'intelligence, même les plus atypiques.
Le soleil couchant peignait les champs de blé d'une lumière dorée, et Théo, assis sur la balançoire en bois de la ferme, laissait ses pieds effleurer le sol. La moissonneuse, remise en marche, continuait son œuvre au loin, un bourdonnement rassurant qui avait remplacé l'angoisse de la veille. Ce son, autrefois neutre, portait désormais en lui l'écho d'une victoire, non pas la sienne propre, mais celle de la reconnaissance. Théo n'avait pas changé, mais le monde autour de lui avait commencé à le voir, à l'entendre d'une manière nouvelle, une subtile révolution qui se déroulait sans bruit. La lutte, bien sûr, n'était pas terminée. Théo aurait toujours ses particularités, ses moments de surcharge sensorielle, sa difficulté à naviguer le chaos des interactions sociales. Le chemin vers une intégration pleine et entière serait long, semé d'embûches et de nouvelles incompréhensions. Mais quelque chose d'essentiel avait changé, la reconnaissance de son immense valeur. Il n'était plus seulement l'enfant bizarre, mais Théo, celui qui a sauvé la moissonneuse, un titre qui portait en lui le poids du respect et de l'admiration silencieuse de toute une communauté. Une hirondelle traça un cercle parfait dans le ciel, avant de plonger vers son nid. Théo la suivit du regard, fasciné par la logique de son vol, par la précision de ses mouvements. Son esprit restait un univers de schémas et de calculs, un monde intérieur d'une richesse infinie. Mais désormais, ce monde n'était plus une prison hermétique. Une porte s'était entr'ouverte, permettant à des éclats de compréhension mutuelle de filtrer, créant de nouvelles possibilités, de nouvelles connexions avec ceux qui l'entouraient, des ponts fragiles mais réels. Le mécanicien était passé dans l'après-midi, apportant un vieux moteur de mobilette pour Théo, un projet à démonter et remonter à sa guise. Ce cadeau, bien plus qu'un jouet, était une invitation à cultiver son talent, une reconnaissance de son apprentissage non conventionnel. Théo avait touché le moteur avec une tendresse inattendue, ses doigts explorant les aspérités du métal, les courbes des cylindres. C'était une promesse d'heures d'hyperfocus, de découverte, un signe que son talent n'était plus condamné à rester inexploité. Les conversations, bien que rares, avec ses parents avaient repris une nouvelle profondeur. Son père, Jean-Luc, ne parlait plus seulement des récoltes ou du temps, mais posait des questions sur ce que Théo aimait, sur ce qu'il observait, tentant maladroitement de comprendre le monde à travers les yeux de son fils. Sa mère, Marie, lisait désormais des articles sur la neurodiversité, cherchant des clés pour mieux accompagner Théo, armé d'une nouvelle détermination à le comprendre et à le soutenir dans sa singularité. La dernière image était celle de Théo, balançant doucement, le regard fixé sur l'horizon où le soleil s'évanouissait. Une légère brise agitait les épis de blé, et Théo, pour la première fois, sembla percevoir la symphonie de la campagne non plus comme un assaut sensoriel, mais comme une mélodie complexe et harmonieuse. Le silence n'était plus synonyme d'isolement, mais d'une profonde contemplation, d'une paix intérieure trouvée. L'avenir restait incertain, mais une lumière fragile et réelle venait d'éclairer son chemin,